Annick Girardin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Madame la ministre, on va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec le dossier qui tend les relations entre l'État et la Polynésie. Je veux parler du nucléaire. Vous avez donné le coup d'envoi hier, on vient de le voir, de la création d'un institut d'archives et de documentation sur le fait nucléaire, un lieu de mémoire, une promesse de François Hollande. Est-ce qu'il ne faut pas surtout connaître la vérité sur les conséquences des essais nucléaires? Des accusations graves contre l'État ont encore fait la une de la presse nationale cette semaine. Vous le savez. C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement douloureux, ici, en Polynésie française. Donc moi, je regrette toujours quand il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se dire scientifiques d'ailleurs, et qui aiment mettre le feu parce qu'il y a une visite ministérielle. Moi, je crois dans un travail partagé. Je crois à l'écoute de tous, y compris, bien sûr, et en priorité des associations. Et je voudrais dire que c'est la première fois que les associations sont reçues, discutent, échangent avec un ministre du gouvernement. Mais vous êtes favorable à la mise en place d'une étude indépendante? C'est important parce que ça s'appelle de la co-construction. De la co-construction sur la base d'une réconciliation. Vous savez, c'est une mémoire partagée. C'est celle des Polynésiens, des Polynésiennes, c'est celle de la France. Et nous devons construire cet institut ensemble pour montrer que le passé est éclairé et permettre aux jeunes d'aller davantage de l'avant sur un certain nombre de sujets. Ce sont des actes. Il n'y a pas de promesses, ce sont des actes. Est-ce que vous êtes favorable à une étude ? Les actes ont été posés sur plusieurs sujets. Laissez-moi finir parce que c'est extrêmement important. C'est le sujet le plus important de cette visite. Il y a eu l'installation du comité. Il y a le terrain qui est gelé et réservé par l'État. Il y a les dossiers d'oncologie. Il y a le CIVEN qui va reprendre son travail le 15 janvier. Et puis, s'il faut, moi, je n'ai pas de tabou. Je peux discuter de tous les sujets. Et je crois qu'on a confiance les uns en les autres, il y a besoin de confiance pour co-construire, à condition qu'on soit transparent. Alors s'il faut une étude génétique, nous pouvons aller vers une étude génétique avec effectivement le pays et s'adresser peut-être à d'autres pays qui ont connu effectivement les mêmes événements avec le Japon. Favorable, donc. Vous avez aussi annoncé que le CIVEN, vous en parliez à l'instant, le comité d'indemnisation des victimes du nucléaire, donc avait vu sa dotation doubler pour indemniser les victimes. 14 personnes avaient été indemnisées, c'était au 1er janvier 2017 sur 84 dossiers déposés. Est-ce que cela va changer? Est-ce qu'il faut que cela change d'abord? Oui, il faut que ça change. Ça a été trop lent, ça a été beaucoup trop lent. En même temps, ce n'est pas le gouvernement qui a démissionné effectivement du CIVEN. C'est ceux qui représentaient les différentes institutions. Ce qu'il faut, c'est que ce CIVEN, qui s'est remis en activité depuis le 15 janvier, aille plus vite, beaucoup plus vite, puisse indemniser les victimes qui sont encore vivantes et puisse indemniser également les ayants droit dans le cas où malheureusement il y aurait eu disparition. On parle d'indemnité. L'État doit des milliards à la Polynésie qui a payé des milliers de chimiothérapies dues aux essais nucléaires. C'est le discours des associations de défense des victimes qu'on entend fréquemment et de certains partis politiques en Polynésie, notamment lorsque l'on aborde la question du déficit de la protection sociale généralisée, la PSG. Quelle est votre réaction? Alors moi, je ne suis jamais dans l'excès. Je parle de chiffres à partir du moment où ils me sont présentés. Et aujourd'hui, la référence, c'est obligatoirement le CIVEN. Et ce n'est pas autre chose. Ce sont des chiffres clairs qu'il nous faut. Il faut que le CIVEN s'active encore dans le traitement individuel des dossiers. Autre dossier de taille, l'évolution statutaire des marquises. Une demande qui date depuis plusieurs années déjà, vous le savez. On entend parler de statut propre aux marquises, de nouveaux cadres législatifs aussi. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Est-ce que les marquises pourraient devenir départements, collectivités, archipels? Moi, je n'ai pas eu cette demande. J'ai rencontré les maires des marquises. Je leur ai rappelé combien le gouvernement tenait à l'unité de la Polynésie française. Mais sur place, et en discutant avec eux, on constate aussi qu'il y a une difficulté dans l'exercice de leurs compétences, notamment quand les mairies veulent créer un EPCI, veulent se regrouper et créer donc cet EPCI qui a des compétences qui vont avec, c'est-à-dire le développement économique, souhaite pouvoir exercer plus de les compétences marquises. Dans l'unité? Non, c'est de dire que les compétences, elles doivent être ou elles peuvent être optionnelles. C'est de dire que le système actuel qui est appliqué en Polynésie n'est pas applicable, tout simplement parce que la collectivité ici a un statut particulier. C'est une collectivité avec un statut qui lui donne des compétences propres, et notamment les compétences qui aujourd'hui étaient confiées aux EPCI dans un cadre national qui ne correspond pas. Vous savez, le réflexe outre-mer, moi je le défends depuis que je suis arrivée
depuis que je me suis impliquée politiquement, depuis 2007, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense un outil, quand on pense une loi, quand on pense des dispositifs, on pense aussi aux territoires isolés. On pense aussi à ces statuts particuliers et on se dit, est-ce que ça va être applicable de cette manière-là? Et j'aime le discours du président de la République, et c'est pour ça que je suis à ses côtés, qui parle de différenciation. Parce que chaque territoire d'outre-mer est différent. Chaque territoire d'outre-mer a ses spécificités. Et ici, en Polynésie française, on voit aussi que chaque archipel peut avoir ses différences. Et donc, il faut que le pays et ces archipels puissent aussi négocier leurs propres accords de co-construction. Vous étiez au Tuamotu aujourd'hui où l'on compte 28 abris de survie. 5 milliards de francs, je le disais tout à l'heure, ont déjà été investis par l'État pour les construire. Il en manque, bien sûr, pour protéger les populations en cas de tsunami ou de cyclone. Est-ce que cela fera partie de vos priorités ? Alors, il en manque encore la moitié. Moi, je suis très sensible aux questions climatiques et à la protection des populations. J'ai eu la chance de travailler sur la préparation de la COP21 en tant que secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Et j'étais chargée notamment des relations avec les États insulaires. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et je veux remercier encore, d'ailleurs, la Polynésie et son président Fritsch, parce que c'est grâce à lui aussi que toutes ces îles du Pacifique sont venues soutenir la France pour que l'accord de la COP21 soit une réussite. Et donc, on a ici, dans les atolls, et notamment, effectivement, celui que je viens de visiter, des vraies difficultés. Donc, la sécurité des personnes est une priorité, l'adaptation également, et l'ensemble des abris de survie doivent être construits beaucoup plus vite. Et pour ça, il faut qu'on soit plus unis dans la construction de ces abris. Et vous avez dû vous rendre compte, évidemment, en vous déplaçant dans ces archipels éloignés, que certains Polynésiens avaient du mal à accéder à l'eau potable. On est en 2018. Est-ce que la Polynésie n'est pas le tiers-monde de la France ? En matière d'infrastructure, en tout cas. En matière d'infrastructure, c'est l'ensemble des territoires d'outre-mer qui ont un énorme retard. Tout le monde n'est pas non plus sur le même pied d'égalité selon les territoires. La question de l'eau est prégnante aujourd'hui en Guadeloupe, elle l'est à Mayotte, elle l'est en Guyane, elle l'est aussi ici en Polynésie française sur certains territoires. Oui, ça fait partie du combat. La loi égalité réelle a été votée dans le quinquennat précédent. C'est ma responsabilité de la mettre en action. Là aussi, on est sur de la co-construction parce que ce sont des compétences du territoire, ce sont des compétences des communes et nous devons co-construire, être co-responsables. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire appel au privé, comme le fait le maire de Bora Bora? Ça fonctionne parfaitement, vous êtes pour? Alors, il y a plusieurs modèles possibles. Là aussi, moi, je crois qu'il n'y a pas de recette. Territoire par territoire, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir s'adapter au territoire et aux besoins de nos concitoyens. L'accord de l'Élysée, signé avec François Hollande en mars dernier, prévoit justement d'accompagner le développement des communes et de soutenir l'initiative privée. Est-ce qu'il faut aussi encourager le partenariat avec le privé pour valoriser les secteurs du tourisme et de l'économie bleue, comme cela est annoncé par le gouvernement d'Édouard Fritsch pour la réalisation du village tahitien notamment? Vous savez, aujourd'hui, on peut aller très vite quand on va seul, mais on peut aller beaucoup plus loin quand on est ensemble. Et moi, je crois à effectivement des solutions publiques-privées, comme des solutions qui rassemblent à la fois l'État, le pays, l'Europe également, puisque nous avons ici une collectivité qui a un partenariat avec l'Europe, et je crois que c'est ensemble qu'on pourra y arriver. C'est extrêmement important. Et vous parlez de l'accord de l'Élysée, je voudrais vous dire que bientôt, effectivement, en mars prochain, ça fera 1 an, et que j'ai souhaité, et que je l'ai exprimé tout à l'heure, qu'il y ait un bilan d'étape au bout d'une année, et que ce bilan d'étape, il soit extrêmement transparent, de manière à ce que les Polynésiens, les Polynésiennes puissent voir qu'est-ce que ça veut dire, cet accord de l'Élysée, concrètement pour eux. Alors, lors de la signature de ce fameux accord de l'Élysée, l'ancien président de la République a déclaré « C'est un accord d'abord politique qui met la Polynésie pleinement dans la République. Cette place ne doit jamais être remise en cause. » Entre autonomie renforcée et indépendance, quelle est la position de votre gouvernement? La Polynésie a un statut particulier, est un territoire français avec une autonomie qui lui permet d'exercer un certain nombre de compétences en matière de développement économique, en matière d'aménagement du territoire. Et l'État doit co-construire, doit être aux côtés, doit accompagner la Polynésie, comme tous ces territoires d'outre-mer, comme d'ailleurs
tous les territoires français, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé qu'il souhaitait une modification de la Constitution pour que la notion de différenciation soit bien au cœur des futurs échanges entre l'État et les collectivités. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Édouard Fritch? Est-ce que vous allez le soutenir pendant la campagne ou bien est-ce que vous soutiendrez le représentant de La République En Marche? Écoutez, moi, je suis ici et avant, effectivement, le lancement d'une campagne parce qu'un membre du gouvernement ne soutient aucun candidat. Par contre, je peux dire que le travail qui est fait ici depuis quelques mois avec le Haut Commissariat et la présidence actuelle est une vraie réussite puisque nous avons progressé. Vous savez, prendre sa part de responsabilité, c'est ce qu'a su faire le président. C'est ce qu'il a su faire dans la COP21. C'est ce qu'il sait faire quand il porte la coopération régionale dans l'ensemble de la Polynésie. C'est ce qu'il sait faire quand il veut lui aussi, comme moi, apporter des réponses spécifiques à chacun de ces territoires, de ces îles, de ces archipels. La Polynésie a accueilli, vous le savez, plus d'une dizaine de ministres des Outre-mer, sans compter les secrétaires d'État. On n'a pas vu de gros changements après le passage de vos prédécesseurs, si ce n'est des modifications du mode électoral. Qu'est-ce que vous pensez, vous, pouvoir apporter de plus à la Polynésie? Ce n'est pas une question de plus ou de moins. C'est qu'est-ce qu'a besoin aujourd'hui ce territoire et comment on peut avancer. Il y a une loi organique qui permettra effectivement de faire évoluer le statut de la Polynésie pour répandre ou corriger quelques freins qui l'empêchent d'avancer davantage. C'est aussi être aux côtés de la Polynésie dans le rayonnement que la Polynésie veut avoir dans ce bassin maritime. La France va être la dernière voie ici dans le bassin polynésien, dans plus largement le bassin pacifique, après le retrait des Anglais, puisque le Brexit, nous le vivons, et il est là. Et on voit bien la responsabilité que nous avons. Mais pour ça, il faut construire avec les territoires de ce Pacifique. Bien sûr, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. On a annoncé l'avenue du président de la République cette année en Polynésie, vous confirmez? Écoutez, le président de la République a dit au président Fritch qu'il viendrait dans ce quinquennat. Il viendra. Moi, j'ai dit sous forme de boutade, mais je le ferai, que dès mercredi, je partagerai les cadeaux que j'ai eus, les colliers notamment de perles et de graines avec mes collègues et avec le président de la République. Et votre expérience en va une envie de revenir. L'expérience en va, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.